Bienvenue sur le podcast de Quasi Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emna. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi Demi afin de vous permettre de faire vos courses les yeux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi Demi. Je suis Emna et avec Alain, j'ai fondé le site Quasi Demi il y a 5 ans, avec pour vocation de proposer des produits sains, accessibles au plus grand nombre. À travers ce podcast, on souhaite aider les gens à mieux consommer, que ce soit pour la planète ou pour leur santé, en interviewant différents experts dans tous les domaines possibles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Schultoten, fondatrice d'Horta Store. Salut Marion. Salut Emna. Écoute, moi je suis ravie de te recevoir dans le Quasi Talk. Ça fait un petit temps que je voulais discuter avec toi de mode durable et donc le moment est venu, je suis super contente. Comment est-ce que tu vas d'abord ? Écoute, tout va bien. Merci d'avoir pensé à moi pour ce chouette podcast que j'ai adoré. J'ai adoré écouter les premiers épisodes justement, je te disais ça juste avant. Écoute, ça va. C'est une période qui est... voilà, on sort de l'hiver, mais ça va. Il a quand même neigé ce matin. Il a quand même neigé ce matin. On a hâte que le printemps arrive, mais les projets les projets qui arrivent sont très chouettes. Et nous, on a des petits problèmes de santé dans la famille et les résultats sont très bons, donc tout va bien. Super, mais écoute, j'espère que les choses vont s'arranger. Est-ce que, Marion, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Horta, parce que tu es la fondatrice d'une superbe marque qui s'appelle Horta. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur cette belle société que tu as fondée ? Avec plaisir. Donc Horta, on a monté Horta il y a 5 ans. L'idée d'Horta, c'est d'être une marque de vêtements de prêt-à-porter féminin, créant en Europe. Donc entre la France et le Portugal, et de proposer surtout une mode abordable. Alors c'est toujours dur d'utiliser le mot abordable, des fois j'utilise le mot accessible, mais le plus accessible possible pour tous. Et voilà, remettre le prix de chaque chose au cœur de tout. Je dis souvent aussi qu'à travers nos réseaux sociaux, parce qu'on est une marque qui a vraiment grandi à travers les réseaux sociaux, on éduque nos clientes, on est hyper transparente sur notre manière de fabriquer. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une marque de vêtements mode, parce que souvent, pendant des années, le éthique, voilà, ça collait pas forcément. Ça collait pas vraiment. Donc on est mode, mais surtout avec un engagement éthique très élevé. Et toi, comment est-ce que t'as atterri là-dedans ? Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a un constat qui est qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer dans la même direction pour des raisons environnementales, écologiques, etc., qui sont assez flagrantes, mais qu'est-ce qui t'a fait faire à un moment, te dire, en fait, j'ai un déclic, go, je me lance et je change les modes de consommation ? En fait, c'est lorsque j'ai rencontré mes usines, moi, que j'ai eu un vrai... Tu bossais là-dedans ou pas du tout ? Je bossais dans la mode, mais je bossais pour des concept stores belges, donc je développais leur communication, leurs réseaux sociaux, leur e-shop, donc j'avais appris aussi à coder, donc c'était un vrai plus pour moi, et c'est Gauthier, donc qui gère Horta avec moi, Gauthier Provost, qui arrêtait pas de me dire, lui était déjà entrepreneur mais dans l'immobilier, arrêtait pas de me dire mais tu es faite pour l'entrepreneuriat, lance-toi, etc. Et donc j'ai commencé à me renseigner, j'avais aucune notion du textile, enfin en tout cas de la communication oui, mais de la création pas du tout. Je pense que ça a été une force dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi. Et j'ai un peu regardé sur Google et je suis tombée sur des usines et qui m'ont ouvert leurs portes et avec qui on travaille toujours. Et en fait je me suis rendu compte de la valeur d'un vêtement fait en France, en tout cas pour le début on faisait que en France. Et ces usines que tu as visitées, c'était en France du coup ? C'était en France, c'est dans le nord de la France, près de Lille. Et c'est des usines qui existent depuis les années 80, qui étaient en perdition, parce que il y a eu la mondialisation et tout ce qu'on en connaît depuis les années 80, donc ça a été très dur. Et en fait je me suis dit, mais en fait c'est possible de vendre un vêtement fait en France, avec une confection éthique 100%, avec une qualité assez incroyable. C'est en apprenant les prix, etc., je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. Super, et le nom Horta, il vient d'où ? J'avais envie d'une consonance belge. Donc moi, je suis lilloise d'origine, mais je suis tombée amoureuse de la Belgique. Mon mari est belge et j'avais vraiment envie de quelque chose. Je suis hyper fière de monter une boîte belge, donc j'avais envie. Donc j'ai fait un sondage autour de moi et tout le monde me parlait de Victor Horta. Et donc j'ai enlevé le H pour les droits d'auteur. On va être honnête. Et voilà. Et puis par la suite, on a trouvé l'acronyme qui est Objectif, Responsable, Tendance, Abordable. D'accord, ça c'est bien mis. Mais donc ça, ouais, les choses se sont bien mises. Exactement. Ok, mais bon, donc belle histoire, tu découvres un peu le monde de la fashion, et puis tu te dis il y a quelque chose à faire, je veux parce que mon chéri me dit que j'ai potentiellement une fibre entrepreneuriale, je veux aussi moi me lancer, et puis tu te dis ok, go, je me lance. Et ça c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 5 ans et demi. En septembre 2017. C'est fou. Et puis aujourd'hui, vous êtes combien là dans votre équipe ? On est une trentaine en interne, on a ouvert notre première boutique avenue Louise.
Et on a 400 couturières au quotidien. D'accord. Donc avenue Louise à Bruxelles. À Bruxelles, mais vous organisez aussi souvent des pop-up un petit peu aux quatre coins de la France, j'ai déjà vu. Tout à fait. Juste après notre podcast, je file vers notre pop-up lillois qui a lieu pendant 20 jours et on ouvre un pop-up store par mois dans une ville européenne francophone et des pays. On arrive en Suisse, à Amsterdam, on ouvre à Knock pour 4 mois à partir de mai. Donc on essaye en fait maintenant qu'on a grandi, d'aller au contact de nos clientes pour qu'elles puissent toucher, qu'elles puissent essayer à leur aise. Ouais, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que les achats en ligne, c'est super parce que ça va vite. On a accès à pas mal de choix, mais c'est sympa de quand même pouvoir essayer ces tenues. Et j'avais sous-estimé le nombre de gens qui n'achètent pas en ligne, en fait. C'est vrai. Moi, c'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien. Ouais. Pour le gain de temps, je fais toujours la même taille, donc j'ai pas de souci de taillage en ligne. Mais c'est vrai que avec la boutique, j'ai découvert ça. J'aime me promener en boutique, y être le plus souvent possible, et les retours, c'est ça. 40% c'est gens qui nous connaissaient, ils disent on vient pour vous, mais j'ai jamais acheté. Ouais, écoute, on a la même chose chez Quasi Demi. On a des gens qui parfois nous appellent en disant est-ce que je peux venir dans votre entrepôt goûter goûter les produits, c'est compliqué, mais est-ce que je peux venir faire mes courses, toucher, voir les produits, etc. Et je peux imaginer que c'est encore plus le cas avec les vêtements parce que tu as envie de savoir si ça va bien t'aller. Vous avez beaucoup de retours? Écoute, ça va. On essaye de conseiller au mieux. On a aussi une proximité très proche parce que j'aime rappeler que c'est notre communauté qui nous a donné le pouvoir. Moi, j'ai commencé, j'avais 100 abonnés, c'était mon compte perso. Aujourd'hui, on est 204 000 sur l'Instagram, donc c'est vraiment la cliente qui nous a donné le pouvoir. Et donc, on est au quotidien en lien avec elles, donc elles me font beaucoup de retours, même sur les taillages. On a un groupe des meilleures clientes qui essayent, et chaque personne de l'équipe essaye les pièces, donc nous font les retours. Mais bien évidemment, on a un taux de retour. Et c'est vous qui designez du coup toutes les pièces? Tout est designé dans nos bureaux à Bruxelles et fabriqué entre la France, le Portugal et l'Italie dorénavant pour nos mailles aussi. Et il faut en général combien de temps entre le brainstorm, initial, durant lequel vous allez décider de quelle pièce vous allez lancer, le design et puis la production? Là, je suis en train de finaliser la collection de décembre 2022. Ouais, donc il faut s'y prendre à l'avance. C'est ça, 8 mois à l'avance. Ouais. Et vous trouvez vos sources d'inspiration où ça? Partout, aussi bien des demandes des clientes, on a beaucoup ça, aussi bien des déclinaisons, parce qu'on a des vrais modèles qui perdurent de saison en saison, d'année en année, et ça on est hyper fiers, donc on décline au niveau des coloris. On peut se faire aussi davantage plaisir au niveau des coloris, essayer de faire des tests. Avant on pouvait pas faire un gaban jaune, tu vois, parce que on est toujours en fonds propres, 80%, on devait vendre 80% de notre production pour être rentable, parce que nos marges sont faibles, je pense qu'on reviendra là-dessus. Donc elle vient aussi bien de l'aspiration de nos clients, de la demande de nos clientes, mais aussi bien, moi ça peut être une expo, une fille que je vois dans la rue, je trouve que l'inspiration elle est partout. Donc on s'éclate toujours autant à construire et à fabriquer les collections. Ah bah écoute, c'est le principal, il faut s'éclater. Exactement. Et pour revenir du coup, parce que c'est le sujet du podcast, pour revenir sur la mode durable, est-ce que tu peux un peu m'en dire plus, expliquer un peu aux auditeurs, en fait c'est quoi la mode durable? Est-ce que on parle de certains matériaux? Est-ce qu'il y a des standards de qualité à respecter? Il y a des standards éthiques probablement aussi? Bien en sûr. termes de localisation, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce qu'on peut avoir du durable qui provient de l'autre bout du monde, ou est-ce que ça doit être du local? Donc comment ça fonctionne? Alors je dirais que c'est une complémentarité des trois. Il y a vraiment les matériaux, la qualité et la localisation. Pour garantir une qualité, moi je suis une pro-européenne. Parce qu'on a des standards, on a un état de droit, on a une presse aussi qui est libre. Et donc le standard européen, la qualité européenne n'est plus approuvée. Et donc je pense que c'est vraiment une complémentarité des trois. Je pense aussi qu'on peut pas tout faire. Moi par exemple, si je te prends un exemple, c'est que j'ai décidé au début de fabriquer en France. Ok, donc je fabrique en France. Quand j'ai été chercher mon tissu, la plupart du temps tu vas 2 fois par an en Première Vision. C'est un salon où tu as tous les fournisseurs du tissu dans le monde entier. Personne m'a laissé acheter du tissu la première fois. Pourquoi? Parce que tes volumes étaient... J'étais trop petite. Ouais. Ils me demandaient même pas les volumes, ils me laissaient même pas rentrer sur les stands. Et moi, ça m'a donné une envie, une motivation à dire on se donne rendez-vous dans 6 mois et vous verrez bien. Et je vous montre. Exactement. Et donc, moi, en général, ça crée le contraire. Donc ça, c'est positif. Mais je me suis retrouvée à acheter des stocks où ils revendent des petits métrages. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de savoir d'où venait le tissu. Je me disais, ok, je fais les 2 dernières étapes bien, la plus qualitative, la plus responsable, la plus éthique. Mais avant, j'ai pas encore le pouvoir d'intervenir. Et Horta a réussi à intervenir après par la suite. Mais donc voilà, pour revenir à ta question, je dirais que c'est une complémentarité des trois.
Et bien évidemment, pour nous, la qualité européenne, c'est une pièce qui dure d'année en année, qui n'est pas une question de mode finalement. Ouais. Et là maintenant, il y a une usine en France, mais tu produis aussi dans certains autres pays sont... On a une usine en France, on a 12 usines au Portugal et on a 2 usines en Italie maintenant. Et là, tu choisis les usines un peu en fonction des matériaux, je suppose. C'est ça. Et j'ai maintenant un bureau où on a des salariés au Portugal. Ah, génial ça. Donc on a nos bureaux et notre entrepôt. Ça permet vraiment en fait de pouvoir passer à la dernière minute dans les usines, de faire des checks. Ouais. Voilà, toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que tu as une petite anecdote, une petite surprise que vous avez eue parce que vous n'étiez pas sur place et que vous n'avez pas pu contrôler ? Je n'ai jamais eu parce qu'en fait, quand je prévenais de mon arrivée... tout était nickel. Tout était nickel et je revenais l'après-midi sans prévenir. Ouais. J'avais l'adresse la première fois, tu vois, que tu les rencontres, donc j'ai toujours fait ça. Mais on a entendu tellement de choses, donc je trouve que on a 3 personnes de confiance là-bas ils sont aussi, ils vérifient ma qualité avant que ça parte, ils me trouvent des solutions à des problèmes, souvent il n'y a pas de solution et voilà, et aussi c'est au-delà de la création de vêtements, c'est une relation, moi des fois par exemple quand la laverie, notre laverie, des fois j'ai Laetitia qui doit rester toute la journée devant parce qu'on n'a pas les mêmes productions, qu'en fait c'est au plus gros. Quand tu dis la laverie, c'est une fois que le vêtement a été conçu, il doit être nettoyé. Une partie du vêtement est conçue, en fait, par exemple en denim, on fait les coutures, mais les fils sont pas coupés, le jean est au brut, l'étiquette est pas encore mise et ça part à la laverie. Et la laverie, c'est de plus en plus rare les laveries, et en fait ils font au plus offrant. En fait, tu peux avoir ta collection qui est devant et disent ok, après cette machine, c'est à vous. J'exagère, hein, c'est pas des petites machines, mais voilà, je simplifie l'histoire. Et voilà, il y a quelqu'un qui arrive avec des centaines de milliers de pièces, tu zappes complet. Sauf que toi, t'as promis une certaine production à une telle date. Donc, des fois, j'ai quelqu'un qui fait le piqué et le greffe pendant 10 heures. Et voilà, et on est très très proche. Je suis extrêmement proche de mon équipe au Portugal parce que je leur dois beaucoup comme toutes mes équipes, mais on a un lien particulier. Ok, c'est génial. Et pour revenir sur les matériaux, du coup, quels sont les matériaux qui sont durables d'après toi ? Le coton, forcément. Le coton, nous, on travaille avec la viscose. On a créé la première viscose européenne. Donc, par exemple, c'est un exemple, c'est que nous, on a toujours utilisé beaucoup la viscose parce que c'est fait à partir de fibres de bois. Parce que souvent, ça a une mauvaise réputation, la viscose. Et en fait, c'est un matériau très noble. On s'est posé des questions. Donc, pour revenir un peu, comment on est arrivé à ce sujet-là ? Mon mari a été atteint d'une leucémie et s'est retrouvé dans une bulle pour se protéger lui-même pendant plusieurs mois. Et là, il s'est dit, je veux laisser quelque chose sur cette terre. Ça fait 2 ans et demi, ça faisait 3 ans qu'on avait Horta. On fait bien les choses, mais j'ai envie d'aller plus loin. Je pense que quand tu te retrouves dans cette situation, tu te poses d'autres questions. Et il a commencé à appeler nos fournisseurs. Et c'est vrai qu'en 3 ans, Horta a grandi très vite. Donc forcément, c'est plus sympa pour avoir des bons contacts avec nos différents fournisseurs. Tout le monde voulait nous vendre, mais c'est vrai on tourne autour de 3-4 fournisseurs avec qui on a des liens très proches et avec qui on travaille, on aime la fidélité. Et là, Gauthier a commencé à les appeler en leur posant des questions. Eux, ils sont passionnés par leur travail, donc ils répondaient. Et en fait, on s'est rendu compte que la viscose, la fibre de bois, finalement, le bois venait de Nouvelle-Zélande, d'Australie, ça passait par la Chine. Ensuite, ça arrivait en Italie. Et en fait, on se disait, le vêtement, il a fait 50 000 km avant d'arriver dans nos usines. Et donc, il a posé la question en disant, ok, mais pourquoi on la produit pas ici, ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que dans les années 60, ça venait d'Europe, qu'on a vendu notre savoir-faire en Chine avec la mondialisation, et voilà. Et il s'est dit, ok, en fait, les usines sont encore là, on va juste les remettre en contact ensemble. Et ils ont accepté, ça a pris des mois, c'est 18 mois de recherche, et on a créé la première viscose européenne. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut changer les choses, mais à un certain niveau. Et voilà. Et donc aujourd'hui, cette viscose, elle est disponible pour tous les acteurs de la mode sur le marché. En fait, vous avez fait ça non seulement pour Horta, mais vous avez aussi disrupté les choses pour d'autres marques potentiellement. Plus que pour Horta. Parce qu'en fait, Horta n'est pas encore un pionnier de la mode responsable. On ne prend pas encore tous les parts de marché. Et donc, si on veut changer les choses, il faut qu'on change les choses tous ensemble. Ouais. Sinon, ça ne sert à rien. Tu parlais de coton. Qu'est-ce que tu penses du coton bio ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'eau. Tout à fait. Mais le traitement, c'est même pas comparable. Donc le bio est plus que fondamental aujourd'hui, en tout cas dans le coton, et pour les années à venir. Mais par exemple, tu vois, tous nos jeans sont certifiés GOTS et Ecotex. Tu divises la consommation d'eau par 6. Donc c'est énorme. Ouais, c'est phénoménal. Ouais, phénoménal.
J'ai un petit peu parcouru votre site et je voyais que vos valeurs se résumaient en 4 points que tu as mentionnés qui sont aussi à l'origine que vous avez trouvé suite au nom Horta, ce qui tombait bien. Donc il y a objectif, responsable, tendance et abordable. Tu l'as mentionné aussi au tout début, vous essayez de créer des vêtements qui sont abordables, dont le prix est plus accessible à tout le monde. Comment est-ce que vous arrivez justement à combiner l'abordable au responsable en sachant que le coût du responsable est parfois plus élevé parce que les matériaux sont plus élevés, parce qu'il y a moins de disponibilité, etc. Tout à fait. Ouais. Alors, nous, en créant Horta, c'est ce qu'on a voulu faire. On s'est tout de suite dit, ok, on souhaite que ça soit abordable. Parce qu'en fait, je prends toujours mon cas personnel parce que je trouve qu'on est nos premiers clients. Ouais. Moi, j'avais pas les moyens. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'habiller dans les marques, etc. Alors, à l'époque, on parlait même pas de la localisation, mais c'était des prix... le simple jean était à 150 €. J'avais pas les moyens, je le vivais assez mal. Et je me disais, j'ai envie de créer une marque un peu tendance, un peu sympa, un peu chouette, qui soit abordable pour contrer ça, justement. Donc, c'était vraiment mon envie de ne pas mettre une certaine clientèle de côté, même si forcément tu mets des gens de côté, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas le moins possible. Et si tu as envie, tu vois, à ton anniversaire, à Noël, d'acheter la belle pièce, bah voilà, tu sais que tu peux aller chez Horta un peu les yeux fermés. Mais on se pose souvent la question à l'envers. En fait, j'ai plus de facilité à me poser la question, ok, telle pièce, à combien tu serais prêt à mettre? Donc même, je fais beaucoup de sondages en interne. Tu penses au client d'abord, en fait, en te disant, est-ce que si ce prix-là est mis sur cette pièce, est-ce que derrière, elle va être vendue, en fait? Et donc, il y a pas mal de pièces qu'on ne peut pas faire. J'ai fait des prototypes et j'ai dit, voilà, on verra l'année prochaine, on verra quand on grandira, en ayant une boutique aussi, on peut avoir des pièces qui sont exclusives pour la boutique, mais qui sont peut-être un peu plus onéreuses, parce que la cliente va l'essayer, peut la toucher, etc. et se rendre compte. Donc voilà, donc on se pose la question à l'envers. On pense pas à notre marge d'abord. Ouais. Et ça vous réussit quand même pas mal, parce que tu dis que vous avez jamais levé de fonds, donc c'est qu'il y a moyen en fait d'être une marque durable tout en ayant une santé financière. Complètement. Après, on a eu cette chance d'avoir, on a été petit à petit, vraiment. Après, vous avez été vite quand même, hein, la boîte a 5 ans et demi, donc... Non, mais t'as raison, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, pendant 1 an, j'ai pas réussi à contrer. Alors, c'est un vrai chouette problème, mais on était sold out en quelques minutes sur notre sortie de co pendant 1 an. T'es arrivé, on sortait le dimanche, donc on sort une collection par mois, le premier dimanche du mois, 11h. Mais vous aviez déjà les stocks quand vous proposiez les vêtements ou pas? Toujours, vous les aviez. On a les stocks, donc une fois que c'était vendu, c'était vendu. Et des fois, en fait, moi j'ai une collection qui a duré 1 minute 30. Ouf. Donc tu fais du teasing pendant 10 jours. Alors c'est génial pour un entrepreneur, mais moi j'avais l'impression d'avoir... Tu t'es planté dans les quantités commandées. Je voyais les gens frustrés, donc je me dis ok, l'expérience client 0. Vraiment j'ai raté un truc, alors qu'on fait tout le contraire pour que l'expérience soit incroyable du début à la fin, quand ils reçoivent leur colis. Je me dis mais t'imagines la frustration à 11h? Mais c'était pas une volonté, c'est que c'est difficile de prévoir le stock. Je les ai augmentés au fur et à mesure, mais j'ai pas pris de risque. On me disait mais doubler, tripler, quadrupler. Des fois j'ai doublé, mais j'étais en panique parce qu'il fallait vendre 80% de cette production justement due à nos marges faibles. Donc on a de la chance d'avoir une communauté qui nous a porté et qui nous a réellement donné le pouvoir de pouvoir grandir sereinement et aujourd'hui prendre un peu plus de risques. Et c'est déjà la deuxième fois que tu mentionnes qu'il faut que vous vendiez 80%. Qu'est-ce qui se passe avec les 20% restants? Vous avez de temps en temps des vêtements où juste ça marche pas, ça se vend pas, vous êtes planté dans le modèle. Exactement, on s'est planté, ou même il y a des modèles où en fait, tu vois là par exemple on a sorti notre collection de mars qui est un peu plus estivale. Voilà, alors elle a très bien marché, on a de la chance parce que vu le temps, on sait que c'est des collections qui vont plus se vendre sur le long terme. Tu vois, on a sorti par exemple une grosse collection de denim en septembre. En fait, là, on se rend compte que mi-février, je faisais un point avec ma responsable logistique, on n'a plus de denim. Donc ça se vend plus sur la durée aujourd'hui. Et voilà, et je veux pas frustrer la cliente. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est que quand elle vienne sur le site, elle a à peu près toutes les pièces. D'accord, ok. Et s'il reste des vêtements que vous n'avez pas réussi à vendre, par exemple des collections d'il y a 3-4 ans, qu'est-ce que vous en faites? Alors, on a quand même de la chance, c'est qu'en général, il y en a très peu. Et on fait des rendez-vous responsables. Donc on applique jusqu'à -30, c'est vraiment le grand max que nous pouvons appliquer. On se met pas par rapport à la saisonnalité des soldes ou... Non, c'est au moment... Vous faites pas de soldes chez Horta d'ailleurs? Non, on fait pas de soldes. Pendant 4 ans, j'ai pas fait de rendez-vous responsable, donc c'est fou. Et là, on commence à le faire, ou on va dans l'optimisation, tu vois. Par exemple, moi j'ai tous des protos ou j'ai des défectueux. On a par exemple, tu vois, la cliente reçoit son pull avec l'étiquette Horta qui s'est un peu détachée. Ça arrive malheureusement sur des milliers de pièces. Il est mis de côté, on le fait réparer en interne et on fait des ventes responsables au bureau. Ah oui, d'accord. Donc tous nos prototypes... Et les clientes peuvent venir dans les bureaux. Et ils viennent dans les bureaux, on ouvre pendant, en général, pas besoin d'ouvrir plus de 3 heures parce qu'il y a une file, etc. C'est des pièces exclusives. On essaie d'avoir le moins de gâchis. En fait, je suis dans
Comme au début en fait. Comme au début quand tu montes ta boîte, j'ai l'impression de faire encore de beaucoup c'est faire bien, ça. C'est bien parce que t'évites le gaspillage aussi qui est quand même... Tout à fait. Justement, en parlant de gaspillage, on crée des chouchous systématiquement. Donc il y a le moins de gâchis possible et voilà. Donc de temps en temps, on fait ce rendez-vous responsable à moins 30 maximum et on s'est rendu compte de quelque chose et c'est pour ça que je veux continuer à le faire. Même si des fois j'ai moins de stock et on se dit on va faire des déçus. En fait, il y a beaucoup de personnes qui essayent pendant ces moins 30, ces moins 20, qui se disent ok, je regarde cette marque depuis des mois, je vais passer à l'achat. Et en fait, on se rend compte que c'est des clients qui sont hyper fidèles. Horta, on a plus de 80% de taux de réachat. C'est incroyable. Ouais, on était à 88 pendant 3 ans et demi. Bon là, notre clientèle a grandi. Ça grandit aussi. Ça grandit, voilà. On est entre le 79 et 81%. Et donc, on se rend compte qu'une fois la cliente, voilà, elle a essayé, elle est hyper contente de cette qualité. Ok, elle nous fait confiance. Voilà, donc je suis contente qu'elle puisse aussi essayer, ou même les gens qui ont pas les moyens de s'habiller chez Horta, de pouvoir leur proposer 1 à 2 fois par an. C'est super. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent aussi dans le seconde main. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Vous avez déjà mis en place quelque chose chez Horta pour le faire? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une demande on y de pense. la part de vos clients? Alors c'est pas une demande, on y pense plus que jamais. Moi je me suis renseignée auprès de tous les acteurs qui le font. Pour Horta, on y a travaillé là pendant plusieurs mois, on veut pas le faire en interne, donc moi j'ai abordé Vinted il y a 1 an et demi parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et après on est très très présent sur Vinted. Voilà, nos clientes sont très présentes, donc elles revendent donc leurs pièces sur Vinted. Et on a aussi un compte Facebook qui a été créé par nos clientes qui s'appelle Horta Addict sur Facebook et donc elles se vendent entre elles. Donc voilà, donc on y pense. C'est dans les tout doux et on prend les bonnes informations, mais on veut vraiment que ce soit un projet qui soit viable et qu'on puisse vraiment perdurer dans la longueur. Donc on y réfléchit, on prend tous les éléments et on verra. Super, mais donc pas encore de seconde main, mais peut-être bientôt des projets qui s'établiront. On estime faire la seconde main à travers nos prototypes, nos shootings pour le moment, et puis on se rend compte que les pièces partent très vite sur Vinted, donc on se dit voilà. Après, si vos clientes ont l'habitude de le faire entre elles directement, c'est très bien aussi, donc non, c'est une bonne chose. J'ai aussi vu que dans votre magasin, vous aviez mis en place, dis-moi si je me trompe, mais un petit endroit où il y a moyen de faire de la réparation de certaines pièces. Alors tu peux te faire, donc ça s'appelle le recoin, donc en fait tu peux faire livrer ta commande pour éviter justement l'empreinte carbone. Donc, toutes les commandes, tu vois, ce matin je suis arrivée, il y avait une 40aine de commandes du jour, hop, au moins tout arrive en même temps, en camion. De notre logistique. Donc c'est plus écologique de se faire livrer là. Exactement, ça arrive en lot, donc, et on se rend compte que les clientes sont trop contentes de pouvoir se faire livrer et elles essayent en magasin, si elles veulent elles échangent directement. Et la partie réparation, pour nous qui était essentielle, parce que déjà j'avais envie d'une boutique expérience, mais surtout on peut pas faire les vêtements sur mesure malheureusement. Proposer la réparation sur notre site, j'ai toujours voulu le faire depuis le jour 1 et c'est pas possible parce que c'est pas écologique. Nous on amène nos clients. Ouais, il y a la livraison à faire, l'envoi, les retours et puis même c'est financièrement aussi. Exactement. Par exemple, moi j'ai toujours eu j'ai perdu un bouton et je peux plus porter. On renvoie 3-4 boutons. Ça arrive toutes les semaines, tu vois, on le fait. Mais c'était hyper important pour nous de pouvoir réparer ces pièces avec quelqu'un c'est un couturier bruxellois qui a un don absolument incroyable, mais aussi les pantalons, de vraiment ajuster pour que la cliente se sente le mieux possible. C'est ça aussi, je trouve que quand on met nos vêtements, on met une sorte d'armure pour affronter notre journée. Et donc faut se sentir bien, faut se sentir belle et ce service réparation, retouche est un vrai plus. Ouais, mais c'est une super bonne idée et on voit peu ça d'ailleurs dans les magasins de manière générale. Donc, Et en général c'est 3-4 jours d'attente. Ah oui, donc ça va hyper rapide. Assez vite. Vous réparez aussi les fringues qu'on a mis par erreur à la machine ou pas? Parce que moi j'ai mis un pull Horta à la machine qui a rétréci. Je sais pas si t'as une solution miracle pour ça. Grosse bêtise. J'étais fatiguée, j'ai pas fait le tri, c'est complètement ma faute et ça pour le coup, c'est pas très durable d'avoir fait ça. Ce sera pour ma petite fille un jour. Exactement. Moi aussi je les garde, j'ai un petit garçon mais je les garde, je me dis on sait jamais. Un jour peut-être. J'ai aussi vu que dans le magasin vous aviez de la lessive. Est-ce que cette lessive elle est particulière? Est-ce que on peut aussi trouver des manières en fait durables de faire son linge? Est-ce qu'il y a des produits qui vont mieux favoriser que d'autres? Je sais que nettoyer à basse température peut être une bonne option. Une bonne option. Alors aujourd'hui, nous la réalité c'est que bien évidemment, comme tu le soulignes très bien, il faut laver à basse température. Et en fait, laver en haute température ne change rien au lavage. J'ai appris ça il y a quelques jours et j'ai trouvé ça assez fou. Mais on a beau éduquer le client, nous on s'adapte aux clients, on se dit ok, la moyenne lave entre 30 et 40 degrés. Donc en fait, on va s'adapter à eux pour que la pièce perdure. Nous c'est ça notre objectif. Donc plutôt, on prend souvent le problème à l'envers en se disant
Bon, on sait, on est tous débordés, comme dit, on lance dans la machine, on réfléchit pas forcément. Mais bien évidemment, on conseille nos clientes. Et pour revenir sur l'idée de la lessive, on a vraiment voulu donc, faire des exclusivités boutiques. Nous, depuis jour 1, enfin, non pas jour 1, depuis la première année d'Horta, j'ai créé un parfum Horta. Donc c'est notre propre brume. Que vous mettez un petit peu sur les vêtements, etc. Je mets sur les colis et en fait à la base, elle n'était pas du tout vouée à être commercialisée. Donc c'est fait à Charleroi, dans un labo pharmaceutique à Charleroi. Et donc je l'avais développé, mais pour moi en interne, et pour vraiment avoir cette expérience même sensorielle, comme on n'avait pas ce contact, je me suis dit ok, je vais aller plus loin. Et en fait on a eu tellement de demandes qu'on l'a commercialisé. Et puis quand on a ouvert la boutique, je me suis dit que j'ai envie d'aller plus loin dans la lessive, et donc la lessive a notre odeur. Ah, la même senteur que le parfum. La même senteur, et elle est faite à Charleroi, proche de chez nous, dans un super labo, voilà. Super, mais donc tu confirmes qu'il y a moyen de trouver des lessives qui sont plus écologiques. Bien sûr. Et alors, c'est une lessive qui est liquide, celle que vous avez. Quelle est la comparaison avec les lessives en poudre en termes d'écologie? Est-ce qu'il vaut mieux une lessive en poudre ou une lessive liquide? Je sais que, alors je suis pas une experte là-dedans, mais je sais qu'il y a une question de poids aussi au niveau du transport. Tout à fait. C'est clair que dans certains cas, si on va chercher soi-même au magasin, etc., mais s'il faut transporter, c'est moins écologique. En fait, parfois, il vaut mieux diluer soi-même d'ailleurs sa lessive avec de la poudre. Mais aujourd'hui, il y a plein de do it yourself, enfin, je dirais pour que c'est vrai qu'il y a vraiment moyen de faire soi-même pas mal de choses. Ouais. Pour revenir sur le sujet de la pollution, qui est quand même un gros sujet dans la mode, est-ce que tu as un peu des chiffres à nous donner sur l'industrie de la mode, en fait, à quel point est-ce qu'elle est polluante par rapport aux autres industries ou de manière globale? Alors, les chiffres, ils changent quasi tous les jours, entre guillemets. On sait qu'on est la deuxième industrie la plus polluante, qu'il est important de faire quelque chose de manière extrêmement urgente. Forcément, quand on crée en Europe, on va dire qu'on va taper sur l'Asie, mais c'est une réalité. C'est des vêtements qui arrivent par bateau, avec une pollution, une empreinte carbone qui est catastrophique, des conditions qui sont catastrophiques. Donc si déjà notre manière de fabriquer revenait en Europe, ça changerait déjà beaucoup de choses. Donc on sait qu'on est la deuxième industrie la plus polluante et qu'on a vraiment quelque chose à faire. C'est fou ça que ce soit aussi polluant, mais c'est clair qu'en fait on achète tout le temps. On achète tout le temps. On a envie d'être à la mode change et donc on achète, on rachète. Combien de personnes n'utilisent pas 50-60% de leur placard? Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Exactement, et puis on a eu la gloire de Primark, de l'arrivée de Primark il y a encore 7 ans en Belgique, enfin 7-8 ans je pense, et je me souviens des files devant Primark. Donc tout doucement, en fait, nous on est dedans. J'aime dire aussi, moi je suis dedans, je sais ce qui se passe derrière, j'apprends grâce à mon travail, donc le but c'est d'aller éduquer, de pas moraliser notre cliente, plutôt de l'éduquer, de lui expliquer et de lui réapprendre la valeur des vêtements, parce que finalement on l'a oublié. Un t-shirt à 1 €, il y a 10 ans on n'était pas étonnés, on se posait pas de questions finalement. Est-ce que les ventes de ces acteurs-là sont en train de baisser au profit justement de ventes de la part d'acteurs qui sont plus durables? Ça dépend lesquels, mais je te prends le pire exemple qui est quand même c'est Chine. Ces profits n'ont jamais été aussi importants que cette année. Des milliards de chiffre d'affaires, j'ai vu. Des milliards, et c'est une société qui est basée en Angleterre. Et ce qui est fou, c'est que normalement, en Angleterre, tu as une loi qui est assez bien faite, où tu es obligé de donner à l'État les noms de tes usines. Donc pour qu'ils aient une sorte de contrôle, qu'ils puissent checker, on va dire, derrière. Je trouve ça très utile. Et ben chaque année, ils ont des millions d'amendes parce qu'ils ne donnent pas leur usine. Et comme ils font des milliards, ils peuvent quand même continuer. Ce qui est un peu triste. Ce qui est quand même très triste. Et ils ouvrent des pop-up dans toute la France et en Belgique, là. Ah oui, en Belgique aussi. Ouais, c'est vrai que... Et on les voit partout, donc ils sont assez agressifs aussi dans leur marketing. Et au niveau des pionniers de la mode durable, est-ce que toi, tu as eu des sources d'inspiration, des marques où tu te disais « Waouh, eux, ils ont tout compris, ils sont en train de changer les choses ». Est-ce qu'il y a des gros acteurs aussi dans la mode durable? En fait, moi, j'ai plus été piochée dans différentes marques. Mais j'ai pas un pionnier qui m'a inspirée. Je trouve pas qu'il y a encore de pionniers. Vraiment... Il y a des belles marques comme Patagonia, etc. Mais après, c'est plus... complètement. C'est pas vraiment de la mode. C'est ça aussi. Je pense que je me suis basée sur le côté mode. Après, donc non, je vais piocher un peu partout. Et en fait, je trouve ça juste utile, fondamental et nécessaire et urgent que toutes les marques prennent leurs responsabilités. Et je trouve que les choses sont en train de changer. Et ça, je trouve que c'est un pari réussi déjà. Et toi, est-ce que tu collabores avec d'autres marques? Comment est-ce que vous agissez? Tu disais tout à l'heure qu'il y a la viscose européenne qui est disponible, etc. Vous en faites profiter à d'autres. Est-ce que tu discutes beaucoup avec d'autres marques durables? Est-ce que vous partagez des tips, etc.? On discute parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas de concurrent. Je trouve que... Puis tu sais, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde.
Moi, quand je suis arrivée et qu'on voulait pas me vendre du tissu ou on m'a créé des problèmes sur les réseaux, alors ça a été très peu, mais parce que je dérangeais, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrent, qu'on s'échange les infos. Alors bien sûr, des informations qui restent confidentielles, mais je trouve qu'on échange entre nous. Et j'avoue qu'en étant en Belgique, moi je suis assez privilégiée, je suis dans mon cocon. Et donc c'est plus par téléphone, quand je vais en France où j'échange beaucoup. Et ici, je suis plus avec des entrepreneurs comme toi, on n'est pas dans le même secteur et on échange de manière sincère, et ça fait du bien de vraiment échanger entre nous. C'est clair, je pense qu'on est mieux de s'entraider parce que comme tu dis, la cause derrière est importante. Exactement. Et elle va nous aider tous. Au final, elle aidera les générations futures. Donc tu sais que tu as un enfant, donc c'est important. Il faut lui laisser une belle petite planète. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire en plus chez Horta ? Si maintenant je pouvais t'avais une carte blanche, tu pouvais améliorer Horta en termes de durabilité, est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis ou même éthique, etc. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis ça en fait je ferais vraiment, mais pour le moment, pour des questions de coût ou pour d'autres raisons, c'est pas possible. Créer des nouvelles filières européennes. Ce qu'on a fait avec la viscose européenne, j'ai vraiment l'objectif dans 5 ans, c'est d'avoir toutes nos chaînes qui soient une production 100% européenne. Tu penses que c'est possible ou que c'est ambitieux de dire dans les 5 ans ? C'est très ambitieux. Ouais. C'est très très ambitieux. C'est des coûts qui sont gigantesques. Parce que nous, pour créer la première viscose européenne, on a dû commander un certain nombre de métrages pour faire les tests. Donc c'est des projets à des centaines de milliers d'euros. Donc il faut avoir les reins solides. Mais l'objectif, c'est d'avoir la plupart de nos filiales 100% européennes. Et alors Marion, est-ce que si maintenant quelqu'un qui nous écoute a envie de se lancer dans la mode durable, veut petit à petit changer les choses, est-ce qu'il y a des fringues par lesquelles ça vaut vraiment la peine de commencer ? Si maintenant moi je dois acheter certaines pièces qui me manquent dans mon placard, est-ce qu'il y en a sur lesquelles ça vaut vraiment la peine de faire un effort plutôt que d'autres parce que justement elles sont connues pour être très, très consommatrices d'eau ou très polluantes ou très souvent elles viennent de loin ? Est-ce qu'il y a des matériaux aussi Je dirais de bannir déjà le plastique, forcément. Il y a du plastique dans certains de nos vêtements. Certains de nos vêtements, tout ce qui est fait en polyester est 100% plastique. Et donc pour toi, il faut bannir le synthétique à 100%. Il faut bannir le synthétique. Alors bien sûr, des fois où t'as pas le choix. Par exemple, t'as des voiles de robe en dessous où t'as pas le choix pour que ça soit garanti dans le temps. Et au niveau du tombé, pour pas que ça bouge, parce que tu sais, souvent t'as des doublures qui deviennent plus longues. Et en fait, ça c'est que c'est pas synthétique. Et donc, voilà, il faut pas mettre de robe en fait. C'est ça que ou alors on les double de moins en moins. En fait, on fait un choix de print qui n'a pas besoin d'être doublé. Ça c'est vrai, on fait ce choix-là. Mais je dirais forcément le denim par rapport à la consommation qui est vraiment importante. Mais donc, denim, c'est le jeans en fait. C'est le jeans, exactement. Tout ce qui est en jeans. Et je dirais, alors moi personnellement, vivant en Belgique, je dirais un pull. Parce que c'est la pièce que tu vas remettre. Tu sais qu'il fait bien froid. Exactement, tu vas l'utiliser tout l'hiver, un bon gabin, tu vas aller chez Horta, et là le problème c'est que tu le voudras dans toutes les couleurs parce qu'il est chaud, il a cet effet mode, et t'es habillé juste avec un pull, donc c'est hyper agréable. Donc je dirais une pièce qui te suit pendant plusieurs mois. C'est mon avis personnel. Mais donc il faut tous acheter un pull chez Horta. Voilà. Tu vois, je fais bien ta pub aussi. Mais pour tester la qualité aussi. Nous, on aime bien aussi avoir les retours et avoir les retours de nos clientes en direct, avoir les retours de nos nouvelles clientes. Et je trouve que c'est ça qui nous élève et qui nous permet d'aller vers le mieux. Ouais, le feedback client, c'est toujours bien important. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont en train de se mettre en place, pour lesquels tu as envie qu'on te souhaite beaucoup de succès ? Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être certaines petites surprises qui vont arriver ? Je disais, donc on ouvre un Knock au mois de mai avec beaucoup de surprises. On lance une collab avec une artiste belge et on a mêlé l'art et la mode. Et on a vraiment envie de faire résonner la Belgique, parce qu'on est hyper fiers d'être belges. Et donc ça va être quoi, des pièces, des fringues, c'est ça, sur lesquelles il y aura potentiellement une peinture ou ce genre de choses. C'est ça. Ok, super. Et c'est une artiste belge. C'est une artiste belge. Et donc ça, on a vraiment perduré parce que déjà en termes de création, c'est passionnant, vraiment passionnant. T'apprends plein d'autres choses, donc on imprime sur nos propres tissus. Enfin voilà, on a adoré faire cette collab et elle sort au mois de mai ou juin, j'ai un doute, juin. Tu regardes ton panneau avec exactement, avec toutes mes collections. Donc juin, je vois déjà toutes les collections Horta qui vont arriver là. Tu le vois jusqu'à juin là. Juin, ouais. Et au mois j'espère qu'il va faire beau. Il y a beaucoup de courtes manches, de petites robes. On espère tous qu'il va faire beau.
Mais au mois de mai, on sort une collaboration avec une influenceuse qui a été la première influenceuse à parler de nous chez Horta et qui m'a vraiment fait grandir. Donc, je suis super contente de ce partenariat. Donc, on ouvre à Knock tout l'été. Donc, voilà. C'est un artiste belge qui me stimule incroyable. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de réaliser la même chose que ces 5 dernières années, de continuer à s'éclater, Continuer à grandir et de grandir aussi sereinement. Moi, tu vois, notre usine en France est toujours la même, nos usines Portugal, je te racontais juste avant, mais voilà, notre confectionneur de pulls, il a fait nos 100 premiers pulls et aujourd'hui on est son plus gros client, donc de grandir avec eux. Et voilà, et donc je nous souhaite un avenir aussi très européen. Super, bah écoute, merci Marion. Je sais pas si t'as un petit truc que tu veux ajouter. Écoute, merci infiniment. Je t'ai posé beaucoup de questions là. Non, j'ai été hyper contente de pouvoir répondre un peu plus sur des questions de mode, de production, de pouvoir dire les choses aussi. Ouais. Allez, un dernier mot, ça serait de dire qu'on a un savoir-faire incroyable en Europe, qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses, malheureusement à cause de la guerre en Ukraine, où on veut protéger notre Europe, et je pense qu'en le protégeant, c'est en faisant travailler aussi les gens, notre savoir-faire, le faire perdurer. Moi, quand je suis arrivée en usine française, elles étaient plus que 5 couturières, aujourd'hui elles sont 30. Mais on a le savoir-faire et c'est à nous de changer les choses pour perdurer ça, c'est fondamental. Ouais, clairement. Et puis ça, c'est plus écologique aussi d'acheter du local. Exactement. Merci, un tout grand merci Marion. J'ai appris moi-même plein de choses. J'espère que les auditeurs auront apprécié autant que moi et j'espère qu'on se revoit bientôt aussi. Oui, moi aussi. À très bientôt, merci beaucoup. Vous avez aimé ce podcast? N'hésitez pas à lui noter un 5 étoiles et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt!